On a le logiciel de stream qui a craché. Et normalement, je suis de retour. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez l'image, que vous avez le son, que c'est bien. Ouais, c'est revenu. Un petit bug dans la matrice, comme disent mes amis de Matrix. J'ai pas dû prendre la bonne pilule rouge ou verte, je sais pas, j'ai dû me gourer. Et en fait, on a eu un petit problème au niveau du logiciel de stream qui a craché. Peut-être qu'on était trop nombreux. Peut-être que c'est de votre faute. Peut-être qu'on était trop nombreux. Donc, je suis sorti du logiciel de stream, je suis revenu, on s'est reconnecté, pas de souci. C'est drôle parce que c'est au moment où on parle de technologie et de moto électrique que ça crache. Encore un complot. Bon, donc juste je voulais vous montrer cette moto qui me fait un petit peu rêver. Je vous le disais à l'instant, juste au moment où on s'est craché, rouge ou bleu, pas verte. Je me suis gouré sous la couleur des pilules. Je fais le malin et puis je maîtrise pas mes refs. Et donc effectivement, moi ça me faisait penser aussi à Akira, vous savez, avec le fameux scooter moto de fou là, d'Akira, qui m'a juste fait rêver. Moi j'ai toujours rêvé qu'un jour me soit commercialisé un peu un véhicule de ce type. Ce serait juste top. Donc content d'être de retour après cette petite pause là. Tout fonctionne bien. C'est quoi ma moto aujourd'hui? Ouais, bon, on peut parler de ça si vous voulez. Moi, je change souvent de moto, c'est ma passion. Là, j'ai deux bécanes. J'ai pour le quotidien un gros scooter 750 japonais qui a une partie cycle vraiment de moto, mais qui a une protection de scooter avec le pare-brise, la jupe, les manchons, les poignées chauffantes. Bon, en hiver, quand il pleut, quand on est 2 heures du matin. C'est super pratique pour aller bosser. Et puis pour le plaisir, alors j'ai une période sportive, mais je m'assagis un petit peu, depuis que je suis papa surtout. Et maintenant, j'ai une Indian, donc une grosse moto américaine, un peu voilà, de papy, mais très belle, qui est la Indian, comment elle s'appelle celle-là? Ils ont plein de modèles. La Chieftain Dark Horse. Chieftain Dark Horse. Donc, on est dans l'esprit Harley, mais moi je voulais pas une Harley parce qu'on en voit beaucoup des Harley à Paris. Et puis par ailleurs, il y a tout un esprit aussi Harley, une culture Harley que je me sentais pas forcément de porter avec les chapters, tout ça. Oui, celle qu'on a vue dans Ponce la nuit, c'était ma moto effectivement, la Indian. Et donc je voulais peut-être un esprit un peu comme ça, balade, custom. Bel objet, mais pas forcément assumer cette image Harley que je trouve un petit peu lourde à porter. Donc c'est une moto qui est toute noire, noire comme la nuit, qui est vraiment très très sobre, très belle et voilà. Mais c'est pas très sportif tout ça, mais c'est cool. Voilà. J'aime bien l'esprit. Bon, je suis content que vous soyez revenu. Désolé pour cette petite interruption technique. Voilà, c'est notre premier petit crash de stream là vraiment depuis 15 jours, mais je suis content que ça revienne à la normale assez vite. Bon. Voici TV Magazine, et je vous le disais, on a une interview assez marrante d'Iris Mittenard. Enfin l'info qu'on attendait, dit Remix. Iris Mittenard, superstar, donc c'est l'ancienne Miss France, elle fait plein de choses, elle fait de la télé, tout ça, et donc, TV Magazine, le supplément télé du Parisien, lui donne la parole. Alors elle parle de ses projets. Elle fait plein de choses, hein. Elle est animatrice pour TF1, hein, si je dis pas de bêtises. Elle fait de la radio sur Chéri FM, voilà, elle en parle. Elle a des projets de cinéma, je trouve ça bien, hein. Et puis, alors il y a cette question étonnante. Voilà, là c'est la séquence People de la matinée Étienne. J'ai envie de me marier, mais c'est pas moi qui décide. Je vous la remontre. J'ai envie de me marier, mais c'est pas moi qui décide. C'est étonnant, non? C'est bizarre. Alors ça, voilà. En fait, c'est pour ça que je suis rentré dans l'interview. Je me suis dit, mais c'est bizarre. J'ai envie de me marier, c'est pas moi qui décide. Mais c'est qui décide alors? Bon, alors j'ai voulu en savoir plus. Vous imaginez. Alors j'ai lu l'article, et alors à la fin de l'article, tout à la fin, c'est écrit: côté vie privée, vous filez le grand amour avec Diego El Glaoui. Alors moi, je ne suis pas la vie trop des people, alors je ne sais pas qui est Diego El Glaoui. Comme je suis curieux et que vous l'êtes sûrement aussi, on va les voir. Je prends ma tablette et je vais aller voir qui est ce jeune homme, Diego El Glaoui, qui est sûrement très très beau, j'imagine. Glaoui. Attention, suspense intolérable. J'affiche les photos. Et vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour Diego El Glaoui, qui est donc le compagnon d'Iris Mittenard? On est vraiment là sur l'info, sur le hard news, là sur les choses essentielles. Vous êtes prêts? Paf. Ok. Il est... Là, elle est pas mal cette photo.
c'est lui. Ah, voilà, c'est ça. Iris Mittenard. Qui est Diego El Glaoui, son nouveau compagnon? Eh ben, j'ouvre l'article. Ben, écoutez, je vais le découvrir avec vous. Voilà, une petite pub pour les cafés, impeccable. Alors, maintenant qu'on l'a vu, qui est ce monsieur? Il est beau, oui, un beau gosse, oui, très bien, oui, bah oui. Donc, Iris Mittenard a finalement officialisé sa relation amoureuse avec Diego El Glaoui. Qui est ce jeune homme, encore méconnu du grand public? Oui, je me le demande bien. Femme Actuelle nous le dit dans cet article que je viens de choper un peu à l'arrache, là. Donc, ça a été officialisé en 2019, donc c'est pas très vieux quand même. Hein. Un beau brun au teint hâlé, nous écrit Femme Actuelle. C'est qui alors? Qui est ce jeune homme? Bon, blablabla, oui, c'est bon. J'ai envie de savoir qui c'est, moi. Ah, Diego El Glaoui n'est pas totalement inconnu du grand public. Il est notamment le frère et manager de l'influenceuse française Kenza Sadoun El Glaoui. D'accord, je ne sais pas si vous connaissez. Outre les activités de sa sœur, le jeune homme de 31 ans est un businessman en puissance. Ça veut dire quoi en puissance? C'est-à-dire qu'il ne l'est pas encore. Après avoir suivi un cursus de 3 ans en business et management dans la capitale britannique, c'est drôle parce que les gens étaient partis après le crash puis sont en train de revenir. Ça, c'est l'effet Iris Mittenard. Je continue. Il travaille tout d'abord pour... C'est moi ou l'image est jolie? Vous me voyez bouger ma tête ou pas? J'ai l'impression que c'est joli dans le stream. Parce que sur le retour que j'ai du logiciel de stream, je bouge plus. Non, c'est bon? Ça va? Bon, je continue alors. Alors du coup, je vais peut-être juste réouvrir mon gestionnaire de stream pour avoir ce que vous voyez. Voilà. Hop. Bon, je fais une petite manip. Hein. Maintenant, je suis le rôle informatique. Bon, j'ai tout cassé en fait, comme d'habitude. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. On va passer. Donc, qui est, parce que suspense quand même, donc ce jeune homme, après avoir suivi un cursus de 3 ans en business et management dans la capitale britannique, il travaille tout d'abord pour Damen Shield, constructeur naval situé aux Pays-Bas. Le jeune marocain, donc on a sa nationalité, le très beau gosse qu'on a vu là, il est marocain, c'est bien, j'ai des pubs pour la cuisine en même temps. Le jeune marocain revient ensuite en France, fonde en 2012 son entreprise SMG Conseil, donc c'est quand même un businessman, spécialisé dans le storytelling digital. Il est également le cofondateur de l'agence parisienne Influence, agence de communication gérant les profils d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Ah d'accord, on est quand même dans ce truc des influenceurs, tout ça. Bon, on en sait un petit peu plus sur le profil du jeune homme. Là, je vous ai montré Météo France, on s'en fiche. Donc, il s'agissait de voir à quoi il ressemblait. Bon, bah voilà. Je ne vais pas vous faire un sondage, là, je vais vous faire un vote, c'est un beau gosse. Oui, d'accord. Voilà. Et pourquoi on parle de ce jeune homme ce matin? Parce que bon, je suis pas trop actualité people, mais c'était vraiment la déclaration un peu surprenante d'Iris Mittenard, qui m'a interpellé, qui m'a donné envie de lire l'article, quand elle dit « J'ai envie de me marier, mais c'est pas moi qui décide ». Alors, côté vie privée, dit le journal, vous filez le grand amour avec Diego El Glaoui. Oui, on a la même vision des choses, même si nous venons d'univers très différents. Diego est marocain, ça on l'a vu, a grandi à Paris, moi je viens du Nord, j'ai été élevé à la campagne, nous sommes très complémentaires. Bientôt le mariage, demande TV Magazine, réponse d'Iris Mittenard. J'ai envie de me marier, mais c'est pas moi qui décide, on est un peu vieux jeu. Ah, mais c'est pas compliqué en fait. En fait, elle attend la proposition. C'est ça, vous aussi vous le comprenez comme ça. Iris Mittenard attend la demande, en fait, le genou à terre. Et oui, je lis, elle peut le demander en mariage. Bah oui, c'est vrai. Elle peut le demander en mariage, c'est vrai ça. Ce serait plus moderne. Bah non. C'est son droit. Elle est à l'ancienne. Et donc, imaginons que Diego nous regarde ce matin. Diego, si tu es dans le stream ce matin, fais-nous signe, Diego, si tu es là. Écoute, lis TV Magazine, parce que je crois que là, il y a quelqu'un qui attend, là. Il y a quelqu'un qui attend à la maison, là. Donc peut-être le genou à terre, la bague. Tu es là? Il est là, Diego. Bien, Diego. Eh ben écoute, tu t'en es rendu compte que... Fais pas le con, Diego. Je suis d'accord. Voilà. Elle attend, mec. Elle attend. Donc les boutiques sont ouvertes aujourd'hui, donc tu peux trouver la bague. Et ce soir, c'est réveillon, c'est demande, etc. Oui, c'est vrai que la femme peut demander aussi. Hein. On est moderne maintenant. Moi, j'ai été demandé en mariage, les gars. Ouais. J'ai été demandé en mariage. Ça y est, je fais n'importe quoi. Maintenant, je raconte ma vie. J'ai été demandé en mariage. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai rencontré mon épouse, je suis tombé immédiatement fou amoureux d'elle.
Hein, c'est l'espèce d'alter ego qu'on cherche, le truc qu'on pense que ça n'existe pas, vous savez, l'espèce de sa moitié, comme on dit, espèce de voilà, bref. Et je tombe fou amoureux de cette personne et je la demande en mariage. Tout de suite. Enfin, je la connaissais depuis un an comme amie, et puis le jour, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était beaucoup plus importante pour moi. Je la demande en mariage. Paf. Elle me dit, calmons-nous, parce qu'elle est un peu plus jeune que moi. Et donc, elle m'a mis un petit peu un vent quand même. Et puis, elle me dit, attends, calmons-nous quand même. Ben, vivons un peu ensemble quand même. Puisqu'en fait, je lui ai demandé ça le premier jour, quoi. Le premier jour, on était ensemble. Je lui ai dit, allez, tiens, on va se marier. Et donc, elle m'a dit, oh bijou, doucement. Tiens, il faudrait que j'enregistre un bruit de cheval pour faire, quand je fais oh bijou. Et puis donc on vit ensemble. Et puis quelques années, Et puis finalement, bah moi j'oublie. Enfin, je me dis bon, c'était très bien d'ailleurs. On était très heureux comme ça. Et puis je mets de côté ma demande en mariage. Et puis un jour, je suis en train oh, mes histoires, mes histoires elles n'ont aucun intérêt mes histoires. J'étais en train de faire du gainage dans la cuisine. Le gainage, à une époque, je faisais beaucoup de courses à pied, je faisais des compètes et tout, puis je faisais du gainage, donc c'est pour se muscler les abdos profonds, en fait, c'est pour tenir bien le corps, et comme ça, quand vous courez très fort et très vite, quand ça tape, ça fait moins mal. Donc je faisais du gainage dans ma cuisine, j'en fais moins maintenant parce que je passe beaucoup de temps sur le stream, donc c'est fini le gainage, du coup j'ai un petit peu du bedou, mais c'est pas grave, comme ça je peux être avec vous. Je faisais mon gainage, et à un moment, Hélène commence à me parler, je comprends pas trop, j'étais un peu dans mon gainage, voilà, magnifique, oui, je vois que ça vous inspire, séance magnifique. J'étais en sueur, bref, et puis à un moment, je comprends pas trop ce qu'elle me dit, puis je lève la tête quand même, mais en fait, tu es en train de me demander en mariage. Ouais, j'ai été demandé en mariage par la femme de ma vie, mais c'est aussi parce que j'avais été le premier, et que bah, du coup, j'avais oublié. Mais bah, évidemment, j'ai arrêté mon gainage, quand même, hein, les abdos c'est bien, mais c'est un peu moins important, et j'ai accepté. Voilà, et c'est le bonheur que je vous souhaite à tous, parce que je ne pensais pas que c'était possible. Voilà. Moi j'avais une vision ado très romantique de l'amour, en me disant, sans doute parce que je voyais des belles choses autour de moi aussi, que oui, ça devait être possible, que quelque part dans le monde attendait quelqu'un qui était ou notre miroir, ou notre complément parfait, voilà. Je sais pas, et puis en vieillissant, je me suis dit, c'est des rêves d'enfant, ça n'existe pas. Et puis en fait, si, ça existe, et c'est juste top. Et puis maintenant, on a deux petits bonshommes qui sont aussi heureux qu'il est possible de l'être, et qui nous donnent énormément de bonheur. Et puis à nous deux, on va booster la démographie de la France, parce qu'on va pas s'arrêter. Pourquoi je raconte ça, moi? 11h26. 11h26, on a déjà débordé de 26 minutes. Je vais réactiver mon retour, parce que vous me voyez, mais moi je vous vois plus, pour avoir de nouveau le rendu. Soyez pas surpris, ça va me prendre une seconde. Et j'ai encore des choses à vous montrer sur la tablette. Alors, comme c'est les vacances, comme je travaille pas demain, on fait les foufous. Ça y est. Donc c'est bon. Maintenant j'ai tous les retours qui me plaisent bien. Je vais aller dans le gestionnaire de stream pour réafficher le chat. Tac. Oh, ça rame un peu ce matin. Je demande si Hélène, dont je parle à l'instant, qui est en télétravail, n'est pas en train de me pomper tout le débit là. Voilà, j'affiche le chat pour vous avoir, et j'allume la tablette, et je voulais vous montrer d'autres choses que je vous ai mis de côté. Voilà. Tac. Voilà. Ah oui, ça. D'accord, oui. Vous êtes chaud là quand même sur le chat là. Bon, les amis, jusqu'où on ira ce matin, je ne sais pas. Ce qui est sûr, ce que je voulais vous montrer des choses également sur ma tablette. On va revenir un petit peu en arrière, on va revenir au monde. On va revenir au monde parce qu'hier, faute, je vous ai pas parlé du monde, je vous l'avais mis de côté, et puis j'ai oublié de vous en parler, et énorme erreur, faute d'inattention, parce que une extrêmement importante du monde hier, Loujain Al-Adloul, condamnée en Arabie Saoudite. C'est une militante des droits de l'homme, des droits des femmes, une militante saoudienne, 31 ans, figure de la défense des droits humains dans son pays. Elle a été condamnée, donc en début de semaine, et c'était la une du Monde hier. Et je voulais vous en parler parce que le Monde a été le seul journal à faire sa une sur cette jeune femme condamnée à 5 ans et 8 mois de prison en Arabie Saoudite. Alors officiellement,
pour des raisons antiterroristes. Elle a été jugée par un tribunal antiterroriste. En fait, il n'en est rien. Elle a été incarcérée à l'origine parce qu'elle avait conduit une voiture. À une époque où, ça a changé depuis, les femmes saoudiennes n'avaient pas le droit de conduire une voiture. Donc c'est du grand n'importe quoi. Elle va a priori pouvoir sortir de prison dans les mois qui viennent. Pourquoi? Malgré cette condamnation à presque 6 ans de prison, parce qu'elle a déjà fait plusieurs années de prison préventive, et que par ailleurs, il y a une part de sursis dans cette peine. Il n'empêche que cette jeune femme, qui n'est qu'une militante des droits de la femme, vient de prendre presque 6 ans de prison dans ce pays qu'est l'Arabie Saoudite. Donc on n'est pas encore dans la patrie des droits de l'homme. D'ailleurs, Le Monde rappelle les infos que je viens de vous donner. Détenue depuis le mois de mai 2018, elle devrait être libérée en mars. Elle affirme par ailleurs avoir subi des tortures et des services sexuels en prison. Et il y a des détails. Donc dans cet article, Le Monde a vraiment donné un coup de projecteur et je trouvais ça important. Je voulais le partager avec vous à la situation de cette militante féministe et par extension des femmes en Arabie Saoudite. Donc condamné, pas un tribunal antiterroriste, c'est quand même surprenant, hein, c'est ce que je vous disais, reconnu coupable, soi-disant, d'intelligence avec des parties étrangères et de diverses activités prohibées par la loi antiterroriste. Elle a bon dos, cette loi antiterroriste. Qu'est-ce que dit l'article? Qu'elle avait été arrêtée quelques mois avant la levée de l'interdiction faite aux Saoudiennes de conduire, c'est ce que je vous disais. Un décret qui a été présenté par le régime en place comme l'une des mesures phares d'un programme d'ouverture et de modernisation sociale impulsé par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, qu'on surnomme MBS parfois. Donc lui, il a présenté ça, le fait que les femmes allaient pouvoir conduire comme une avancée, sauf que derrière, cette jeune militante qui avait commencé à conduire un petit peu avant, elle a été condamnée à presque 6 ans de prison. Pourquoi? Élément d'explication très intéressant dans Le Monde. Ces arrestations de femmes, présentées comme des traîtresses par les médias, ont résonné comme un avertissement adressé à la société civile. Voilà la raison de ce jugement. Le signe que toute transformation sociale et sociétale de l'Arabie Saoudite ne pouvait se faire que par le haut et le fait du prince, et ne devait en aucun cas apparaître comme une concession accordée à des militants. Donc voilà qui illustre la nature de ce régime, qui est clairement pas un régime démocratique. Oui, le prince MBS peut accorder des libertés individuelles, notamment aux femmes, mais il faut que ça vienne d'en haut, et en aucun cas que ça puisse être considéré comme une concession faite aux militants démocratiques et notamment féministes. Alors on va lire un petit peu l'acte d'accusation parce qu'il illustre vraiment juste le n'importe quoi de ce verdict. L'acte d'accusation reproche à la militante d'avoir pêle-mêle entretenu des relations avec des diplomates européens, c'est super grave, puis avec des ONG qui l'auraient rétribué à hauteur de 50 € par jour pour donner des conférences, d'avoir candidaté à un emploi aux Nations Unies, manifestement en Arabie Saoudite. Vous n'avez pas le droit de candidater à un emploi aux Nations Unies si vous êtes une femme, ok. Ou encore de détenir sur son ordinateur portable, alors ça c'est le pompon, si je puis me permettre, une copie de la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Donc voilà pourquoi cette jeune femme a été condamnée à presque 6 ans de prison. Voilà. Je voulais absolument revenir sur cette une du Monde, qui n'est pas la une qui est parue hier soir, mais le jour d'avant, parce que j'avais oublié de vous en parler, et ça me semblait quand même très important. Voyons maintenant la une du Monde d'hier soir, puisque rappelons que le Monde est un journal du soir, qui paraît en fait en début d'après-midi, consacré à ce dont on parlait hier, à savoir ce couvre-feu renforcé dans certains départements à partir de 18h à compter du 2 janvier. C'est très intéressant parce que en début de semaine, on s'interrogeait ensemble sur cette carte, qui était cette carte-là, qui montrait qu'il y avait une circulation du virus beaucoup plus importante dans l'est du pays. Et d'ailleurs, les mesures de confinement avancées à 18h dans certains départements, c'est une conséquence directe de cet état de fait. On regardait cette carte et je vous disais, dans Le Monde du début de semaine et dans la presse, je n'ai pas trouvé d'éléments explicatifs. C'est-à-dire, on nous dit que l'est du pays, on le voit très bien sur cette carte, est plus touché, mais on ne sait pas pourquoi. Alors j'étais un petit peu avide à la recherche d'informations et je les ai trouvées. Début d'éléments explicatifs dans Le Monde. Dernière édition du Monde hier soir. Pourquoi il y a plus de virus dans l'est du pays? Explication météo. Peut-être, a priori. Je vous lis ces quelques lignes de l'article de Delphine
Roucaute, la chute des températures dans les régions de l'Est, marquée par un climat semi-continental ou sous influence montagnarde, peut expliquer en partie cette sévérité accrue de l'épidémie. Il est également possible que les conditions anticycloniques des mois d'octobre et de novembre aient favorisé la pollution atmosphérique de ces régions et l'explosion épidémique que l'on y observe, souligne un épidémiologiste qui s'appelle Antoine Flahault, qui a montré dans une étude menée par l'Université de Genève que la pollution de l'air par les particules fines était un facteur favorisant la circulation du SARS-CoV-2. On a donc, je suis content parce qu'on était restés ensemble sur cette info, c'est toujours gênant, on constate un fait, plus de cas de Covid dans l'Est de la France que dans l'Ouest, et on ne sait pas pourquoi. Et là, on a un élément d'explication, la météo, le froid et la pollution. Voilà, donc ça, en tout cas, c'est un axe intéressant. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer dans le monde? Oui, ça c'est un article intéressant sur ce nouveau vaccin qui arrive contre le Covid, et d'abord en Grande-Bretagne, qui est le vaccin AstraZeneca, qui est développé notamment par des Britanniques. Alors pourquoi il est très attendu? D'abord, il faut savoir que la Grande-Bretagne a été le premier pays développé, je crois le premier pays à donner l'autorisation au vaccin Pfizer-BioNTech, celui qui vient d'arriver aussi en France. Et donc ils sont assez rapides sur la mise sur le marché, sur l'autorisation. Et là encore, la Grande-Bretagne est le premier pays à donner son feu vert. C'est le titre que vous voyez là. Londres autorise le vaccin d'AstraZeneca. Alors l'article est intéressant parce qu'il nous dit que ce vaccin il est intéressant à un double titre. D'abord, il est beaucoup moins cher que celui de Pfizer-BioNTech. 3 livres sterling contre au moins 15 livres sterling. Et il peut être très important, conservé au frigo. Et pas à moins 70 degrés, comme l'autre vaccin dont je vous parlais, qui pose problème pour sa distribution, bien sûr. C'est pour ça que la vaccination est compliquée, puisqu'il faut conserver le vaccin jusqu'à la vaccination à moins 70 degrés. Là, avec cet autre vaccin, on est 100 cas. Vous êtes 100 000 abonnés déjà, là, c'est ça? On les a passés? Waouh, vous êtes fous. Ça mérite un café. Ah, la musique de café, ça se fait. Pour ceux qui n'étaient pas au début du chat, on a fait une petite blague au début du chat. Je rappelais que c'était mes tout premiers pas de débutant, de streamer débutant. Merci Étoile, depuis le début de la semaine dernière. Et puis on rigolait parce qu'avec Étoile, on voyait qu'on n'était pas loin des 100 000 déjà abonnés à ma toute petite chaîne Samuel Etienne sur Twitch. Et j'ai dit au début du stream, allez, c'est sympa si on pouvait finir 2020 au-delà des 100 000. Bim! Vous y êtes. Voilà, c'est juste, voilà. Noël est passé, mais c'est un peu mon cadeau de Noël à moi. Vous êtes juste géniaux. Donc, ce vaccin très intéressant, AstraZeneca, dont vous allez entendre parler de plus en plus dans les jours prochains. Vous vous souviendrez que c'est peut-être moi qui vous en ai parlé en premier. Ça y est, autorisé en Grande-Bretagne. Ça va arriver sans doute, à mon avis, dans pas longtemps chez nous. A priori, il est moins cher. Il peut être conservé donc au frigo et pas à moins 70 degrés. Attention à son efficacité. Je vois dans l'article qu'il a une efficacité moyenne de 70% après 2 injections. De mémoire, l'autre vaccin, le Pfizer-BioNTech, est un peu plus efficace. Voilà, donc c'est aussi une info importante. Il n'y a pas que le prix, et il y a aussi l'efficacité, bien sûr. Il me reste 2 choses à vous montrer. Il y a un coup de gueule de Paul Le Guen, il est là. Bon, l'article n'est pas très bien cadré, mais je vais vous montrer ça, c'est vachement intéressant. Paul Le Guen, l'ancien footballeur, sur l'affaire Stéphane Guy, hein, le présentateur, le commentateur de football viré de Canal+, là. Donc, dans Le Monde, une tribune, c'est Paul Le Guen qui a pris son stylo, qui a écrit au Monde pour dire ce qu'il en pensait. Il est un peu en colère. Je vais vous parler de ça parce que c'est un coup de gueule. C'est quelqu'un qui prend position. Et puis, pour finir, je vous montrerai ce dossier, on va finir avec ça, de VSD sur la gagne en héritage. Est-ce que quand le fiston, fils d'un grand champion ou d'une grande actrice, eh bien, fait une belle carrière aussi, comment ça s'explique? Est-ce que c'est l'ADN? Est-ce qu'il y a un gène de la réussite, un gène de la gagne, ou alors est-ce que c'est une question d'éducation? C'est vachement intéressant. Il y a un petit dossier dans VSD qui est pas compliqué, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Où est-ce que je suis? Hop, on va revenir à Paul Le Guen.
Paul Le Guen, ancien footballeur, entraîneur de football aujourd'hui, ancien joueur de l'équipe de France, c'est pas personne, Paul Le Guen, a pris sa plume pour écrire à Monsieur Bolloré, le patron de Canal+, et il a mis sa lettre au Monde, qu'il a publiée. Que dit Paul Le Guen? Hop, vous avez l'article en même temps que moi. Monsieur Bolloré, si vous êtes fier d'appartenir, si j'en crois vos déclarations et prises de position, à cette Bretagne, qui, entre autres qualités, sait prendre du recul, se moquer d'elle-même et supporter la critique comme peut-être aucune région française. Donc on a Monsieur Le Guen, qui je crois est breton lui-même, qui en appelle à Monsieur Bolloré, qui est breton. Et il dit, je vous spoil la fin, mais il dit en tant que breton, Monsieur Bolloré, les bretons ils ont de l'humour, ils ont ils ont du recul sur eux-mêmes, et vous pouvez pas, en tant que breton, vous pouvez pas licencier Stéphane Guy. Bon, c'est un peu la posture de Paul Le Guen. Un breton, j'en suis certain, ne doit pas se raidir face à de si anodines critiques, pour la fausse liaison. Non, Monsieur Bolloré, vous ne devez pas écarter Stéphane Guy de Canal+. Bon, bah c'est clair. Moi, je salue, je veux dire, le mec il pourrait rester dans son coin, Paul Le Guen, à faire ses trucs. Non, il a pris la plume, il a écrit au Monde. Il n'a pas eu peur de fâcher quelques puissants, parce que je pense que M. Bolloré est un monsieur puissant, et il lui écrit pour dire « Non, il faut que vous reveniez sur votre décision ». Il explique pourquoi. Imaginez que vous puissiez le congédier parce qu'il a abusé de sa tribune pour manifester une solidarité confraternelle. Le Monde rappelle donc que le journaliste, le commentateur a soutenu le chroniqueur Sébastien Toen, hein, vous savez, renvoyé de la chaîne cryptée après un sketch parodiant l'émission Pascal Pro, l'heure des pros sur CNews, la chaîne info du groupe Canal, me semble inconcevable. Il ne peut pas croire que ce soit ça qui ait motivé son licenciement. Et puis il défend Stéphane Guy. Il connaît Canal autant qu'il peut l'aimer. Il connaît Canal par cœur. Il l'aime par son cœur, au sens premier et vrai du terme. J'affirme, Paul Le Guen, j'affirme qu'il est le meilleur commentateur de foot que je connaisse. Donc, un, il dit, Bolloré, si vous êtes breton, 2, Bolloré, si vous avez de l'humour, vous ne pouvez pas le licencier. En plus, c'est le meilleur. Vous ne pouvez pas virer, c'est le meilleur commentateur de foot. Qui plus est, dans cette époque tourmentée, il me semble plus que jamais indispensable de veiller à ce que la liberté des journalistes demeure une réalité. Et c'est la fin de cette lettre adressée au Monde. Non, monsieur Bolloré, un breton ne doit pas faire cela. Bon, j'ai trouvé que ça avait de la gueule. C'est tout. Je voulais partager ça avec vous. Dans Le Monde, vous avez des articles compliqués, vous avez des dossiers de fond, des enquêtes. Et c'est un journal tellement précieux quand on a le temps de le lire. Et puis de temps en temps, vous avez aussi des tribunes qui sont toujours très intéressantes à lire. Je trouvais que celle-ci était intéressante à partager avec vous. On va finir avec on est ensemble depuis quand même 9h30, ça fait 2 heures. C'est mon record. C'est mon record avec vous. Dans la matinée, Étienne, parce que quand on est avec la nuit de la culture de la mi-étoile, vous savez qu'on fait des 4-5 heures. Mais à 2, c'est plus facile. Et donc ça fait quand même 2h15 que je parle. Et on finit avec cette une de VSD qui est sortie aujourd'hui. Hein. Attention les gars, je vous sors la presse du jour. Hein. La gagne en héritage. Alors ça commence par des photos, hein, des photos de famille, et qui nous montrent que il y a des histoires assez incroyables de fistons, de filles, de champions, de championnes, d'artistes qui ont des belles réussites, parfois supérieures à celles des parents. Et la question c'est pourquoi. Jean et Yuri Djurkaev pour le foot. Basket, tennis, Joachim et Yannick Noah, bien sûr. Et alors du coup, VSD écrit sport, mais aussi chansons, cinéma, littérature, gastronomie, recherche scientifique. On ne compte plus les lignées atteignant l'excellence. Quel est le poids du contexte socioculturel? Celui de l'hérédité. Après un copieux état des lieux, on va faire l'état des lieux ensemble, il est copieux, le paléontologue Yves Coppens va tenter de répondre. Donc on a Yves Coppens, que vous connaissez peut-être, qui est un paléontologue, qui va apporter un début de réponse qui n'est pas tout à fait satisfaisant, mais je trouvais que c'était marrant de se poser la question. On y va pour le copieux dossier sur les fils de ou les filles de qui font parfois aussi bien, voire mieux que papa. Rugby, Romain et Émile Ntamak. Romain Ntamak qui brille notamment dans le 15 de France après son papa. Là, c'est du hand, Jackson et Melvin Richardson. La F1, Michael et Mick Schumacher, hein, c'est le fils qui s'apprête à arriver en Formule 1 l'an prochain. Laïla et Mohamed Ali, c'est la fille du grand boxeur, pareil. Dans le monde des affaires, ça arrive aussi. Michel-Édouard et Édouard Leclerc, François-Henri et François Pinault. Alors ça, c'est dans notre registre.
mais parfois, eh bien, il y a des lignées politiques aussi. Je crois que vous reconnaissez ici Marine et Jean-Marie Le Pen. Vous avez aussi Martine Aubry et Jacques Delors, puisqu'on va rappeler que Martine Aubry est la fille de Jacques Delors. En musique, ça marche aussi. La famille Chédid, hein, le papa c'est Louis Chédid. J'adore. Dommage qu'on puisse pas jouer les musiques sur Twitch. Vous aurez bien passé un peu de Louis Chédid. Il y a M que vous connaissez, Mathieu Chédid, mais Joseph, mais Anna, c'est toujours cette famille Chédid incroyable. Isia et Jacques Higelin. Il y a une chanson que je vous recommande d'Isia Higelin, Dragon de métal, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que je trouve magnifique. D'ailleurs, j'ai appris par l'article que c'était un peu un hommage à son papa, ça je ne savais pas. Kirk Michael Douglas, dans le cinéma aussi, c'est vrai que c'est 2 belles carrières. Guy et Nicolas Bedos, dans l'humour. Dans le monde de la science aussi, ça peut paraître plus surprenant, il y a aussi des lignées comme ça, Irène Joliot-Curie et Marie Curie. Alors du coup, la question elle est posée par VSD, c'est quoi cette histoire ? Est-ce qu'il y a un ADN de la gagne, comme le dit VSD ? Est-ce qu'il y a un ADN de la réussite ? Est-ce que c'est le contexte socio et culturel ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'éducation ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien, c'est mignon. Bientôt les Étienne. Ah, c'est trop chaud. Mais ils feront ce qu'ils veulent, surtout. Hein. Moi, je pense que l'éducation, c'est pas accompagner un enfant vers un endroit donné, quoi. C'est juste être un tuteur, quoi. Être là à côté et être quelqu'un sur lequel l'enfant puisse appuyer pour s'élever vers ce vers quoi il est destiné. Je crois, sinon à cette idée de destinée, mais à l'histoire de petite musique intérieure. Je crois on est tous bons pour un truc. Le problème, c'est que c'est très difficile de le trouver. Et il y a un conseil qu'on ne donne pas assez aux enfants, je trouve, à l'école notamment, c'est écouter la musique intérieure. Écoutez votre musique intérieure. Il y a des choses en vous qui sont parfois magiques. Il y a des trucs que vous savez faire, même si vous ne le savez pas. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes faites, dans lesquelles vous allez exceller. Ça, j'en suis persuadé. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une activité commerciale, ça peut être une activité artistique, ça peut être un travail manuel, ça peut être un travail intellectuel, scientifique, sportif. Voilà. Le problème, c'est que le monde dans lequel on vit, notamment nos sociétés occidentales, dans lesquelles on nous dit il faut trouver un métier, il faut travailler dur pour trouver un métier, pas forcément intéressant, mais qui va te faire vivre et faire vivre ta famille, trouver une situation comme on entend parfois. Ce discours-là, c'est pas celui de écoute ta musique intérieure. Moi, je crois ce qu'il faut dire aux enfants, pardon pour la parenthèse, mais on est là aussi pour partager des trucs. Écoute ta musique intérieure. Essaye de savoir pourquoi tu es là, peut-être. Dans quoi tu peux briller. Je pense que c'est un discours qu'il faudrait tenir aux enfants et puis les accompagner dans cette écoute de la musique intérieure pour trouver pourquoi ils sont faits finalement. Parce que pour les rares, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, qui trouvent ce pourquoi ils sont faits, et là on rentre dans un cercle infiniment vertueux. Si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, moi, ça fait 25 ans que je suis journaliste, ça fait 25 ans que je travaille pas. Ça fait 25 ans que je suis en vacances. Là, avec vous, je suis en vacances. Le matin sur France Info, je suis en vacances. Question pour un champion, je suis en vacances. C'est des vacances. 25 ans de vacances. Je travaille pas, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Quand vous avez cette chance d'avoir trouvé ça, parce que vous avez écouté cette musique intérieure, ou parce que vous avez de la chance aussi dans vos rencontres, bref, vous travaillez pas. C'est du plaisir. Et quand vous avez du plaisir, vous travaillez beaucoup, parce que c'est pas du travail. Donc vous travaillez beaucoup. Quand vous travaillez beaucoup, il y a une forme de réussite qui arrive. Donc c'est incroyable. Vous partez d'un truc totalement égoïste qui est la recherche du plaisir, et vous arrivez à la réussite. Vous savez ce qu'on voulait vous mettre dans la tête quand vous étiez petit ? La réussite, faut réussir. En vous écoutant. Et puis après, en vous donnant un petit peu les moyens quand même. Mais quand on a du plaisir, le travail, il vient forcément, en vous écoutant, en cherchant cette musique intérieure, en cherchant à la faire résonner en soi. Voilà, il peut y avoir des belles histoires. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut dire aux enfants. Je reviens à Yves Coppens, qui a sûrement des choses beaucoup plus intéressantes et intelligentes à nous dire là-dessus. Donc, ADN ou éducation ? VSD demande à Yves Coppens, y a-t-il selon vous un gène de la gagne ? Ou bien, ces réussites sont-elles avant tout le fruit de l'environnement dans lequel ils ont grandi ? Bon, je suis un peu déçu par la réponse d'Yves Coppens qui dit « J'aurais une réponse de Normand, les deux ». Naturellement, lorsque vous vivez dans un milieu où vos parents vous donnent l'exemple d'un métier réussi, vous êtes très sensibilisé. C'est un avantage indéniable. Mais, c'est intéressant. Prenons le cas de Thuram, par exemple. Qu'il devienne footballeur comme son père, ça peut aisément se comprendre. Mais, qu'il parvienne à un tel niveau d'excellence, c'est tout à fait autre chose. Regardez, nous dit Yves Coppens, le petit Schumacher, Nick, qui sera en prochaine saison en Formule 1 comme son papa, Michael, il y a 15 ans. Il faut quand même s'élever.
à ces hauteurs stratosphériques, nous dit Yves Coppens. Je pense que la culture joue un rôle considérable, mais aussi l'éducation, l'époque dans laquelle vous vivez, le milieu dans lequel vous vivez, les copains. Pourtant, j'en suis persuadé, il y a une prédisposition génétique. Voilà, Yves Coppens nous dit, c'est les deux. Il y a aussi une histoire de génétique, et l'ADN qu'on commence à bien décrypter nous en dira plus. On n'en sait pas plus, hein, ça laisse un petit peu sur sa faim, mais je trouve intéressant que VSD se pose la question, parce que la question mérite d'être posée. Et je trouvais intéressant que Yves Coppens apporte un début de réponse. Est-ce que j'ai oublié des choses? On a vu la presse en région. On a vu la presse nationale. On a récupéré notre retard sur Le Monde, le quotidien Le Monde. On a lu la presse magazine parfois avec des questions très sérieuses comme comment on manipule nos cerveaux avec tous ces écrans, et parfois des choses plus légères avec les amours d'Iris Mittenard qui attend impatiemment, j'espère que son fiancé nous regarde, une demande en mariage. Je pense qu'on a vu pas mal de choses ce matin. 11h49, donc on est ensemble depuis, j'ai commencé à 9h40, donc un peu plus de 2 heures. C'est mon nouveau record. Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce record. We are Diego, je suis d'accord dans le chat. Et puis, un double merci. D'abord d'avoir été aussi nombreux ce matin. On a craché un petit peu le stream tout à l'heure et hop, c'est reparti. Là, on est de nouveau presque à 10 000, c'est juste fou. On s'est battu le record d'abonnés. Aussi 100 000, je suis perdu dans les chiffres, 100 000 abonnés, c'est fou ça, juste en 2 semaines. Je trouve que cette aventure est enthousiasmante, pas à cause de ces chiffres, on s'en fout des chiffres. Au début, quand je me suis lancé dans cette aventure, grâce à Étoile, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir cet univers, l'univers du stream, et qui m'a montré qu'il y avait cet univers du jeu vidéo, des gamers, que je trouve assez intéressant d'ailleurs, même si moi je joue pas, mais qu'il y avait aussi sur Twitch et sur le stream d'autres choses, comme ce qu'il faisait lui avec la Nuit de la Culture. Ça a fini au fil des émissions ensemble par me donner envie de me lancer moi-même, et me disait Étoile, bon bah écoute, on sait pas combien de personnes te regarderont le matin, on n'a aucune idée, c'est le matin en plus, c'est pas l'heure à l'habituelle où les gens streament, et puis il y aura peut-être quelques centaines de personnes, peut-être 2-3 000 personnes, et voilà, on est tous les deux très surpris et très agréablement surpris de voir que vous êtes aussi nombreux. Donc merci pour ça, mais c'est pas les chiffres encore une fois qui sont importants. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai un plaisir fou, je pense que ça se voit, à me livrer à ce petit exercice qui est de 1. Partager ma passion pour l'information, parce que je trouve que c'est cool quand même d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Et pour ça, le mieux, c'est de lire les journaux. Et 2, justement, de partager avec vous mon vrai amour, le mot est pas faible, pour les journaux, pour la presse, cette presse traditionnelle. Hein, cette presse papier, cette bonne vieille presse papier que vous ne lisez peut-être pas. Pourquoi je pense qu'il faut lire cette presse traditionnelle et pas forcément s'informer seulement sur je remets la caméra puisqu'on n'a plus besoin des unes, sur les réseaux sociaux, parce que c'est une information fiable, dont vous connaissez au moins la source. Quand un article est écrit dans le Figaro et est signé par un journaliste, un article est toujours signé, vous savez d'où il émane. S'il y a une erreur dans l'article, s'il y a une approximation, eh bien, vous savez à qui vous en prendre, vous savez qui s'est trompé. Donc, de connaître la source, c'est important, parce que ça veut dire que cette information, elle est sourcée, comme on dit dans notre métier, elle est fiable. Donc, cette presse, je pense qu'il faut la lire. Il faut la lire parce que la presse, elle est fragile. On a la chance en France d'avoir une presse diverse, multiple, mais qui n'échappe pas non plus à la crise. Et cette presse, si on veut la garder, ce qui est pour moi un des piliers essentiels de la démocratie, une presse qui est à même de faire de nous des citoyens un peu informés et éclairés, il faut la soutenir. Donc il faut la lire de temps en temps, acheter un journal de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé de le lire tous les jours. Acheter un journal de temps en temps, je pense que vous aurez des bonnes surprises. Parce que c'est tellement riche, je pense que, vous voyez, ça fait 2 heures qu'on en parle ensemble, et puis vous pouvez lire le même tous les... Oui, le ventre gargouille, c'est l'heure où le ventre gargouille. Je pense que ceux qui sont avec moi chaque matin savent que vers 11h ça gargouille, parce que je suis levé depuis 2h du matin quand même. Et voilà, lisez un journal de temps en temps, ça peut être le même tout le temps, ça changer aussi, parce que c'est bien aussi de bousculer ses certitudes, comme je le dis souvent, lisez le Figaro, lisez Dumas, faites-vous plaisir. Merci. On est dans les dernières heures de 2020, donc c'était mon... Oui, je ne vais pas revenir aujourd'hui, maintenant c'est priorité à la vie et à la famille, donc c'est mon dernier stream de 2020, je fais ça comme si je faisais ça depuis 10 ans, j'ai commencé la semaine dernière. Je vous souhaite une belle fin d'année 2020,
Ça a été une période compliquée pour beaucoup de monde. J'espère que ça n'a pas été trop pour vous et pour vos proches. Je nous souhaite une année 2020 plus sympa, plus solaire, plus chaleureuse, avec plus de bonnes nouvelles. Sur le plan sanitaire, on a l'impression que le meilleur est quand même devant nous, puisque les vaccins arrivent, et les vaccins, bon, on le sait, c'est l'arme qui va enrayer la pandémie. Ça n'écarte pas les questions qu'on a le droit de se poser sur les vaccins, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas l'arme dont nous avons besoin. Donc, grâce à ça, on va vers des jours meilleurs. Donc, souhaitons-nous, je vous le souhaite, une belle année 2021, plein de belles choses. On se retrouve en 2021. Quel jour on est? Jeudi, je pense pas streamer demain, parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de presse, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais peut-être qu'après-demain, dès qu'il y a des journaux, je vais profiter de mon week-end, je vais pas vous laisser comme ça. Je vais peut-être streamer dans 2 jours. Vous proposez une matinée Étienne, on lira les journaux ensemble, on en parlera ensemble, et de la vie aussi, puisque c'est la proposition. Mille merci. Mon ventre gargouille de plus en plus, donc je vous laisse. Et puis n'hésitez pas à suivre la chaîne, parce que ça permet d'avoir la notification. Vous activez la notification, et comme ça vous êtes informé quand le stream démarre, avec 5 minutes d'avance ou 5 minutes de retard comme ce matin. Et puis à me suivre sur Twitter aussi, puisque c'est là que je donne mes jours et mes horaires de stream. Comme ça vous saurez tout. Merci à tous, merci de cette incroyable positivité dans le chat qui est un bonheur à lire. Pardon de ne pas relever tous les messages, mais ça va très très vite, donc de temps en temps je jette un coup d'œil, mais je ne peux pas tout lire. Mais merci à vous, vous êtes formidables. Bonne fin d'année. Bon réveillon ce soir, idéalement dans le respect maximum des règles sanitaires, pour gagner ce combat ensemble. Et je vous dis à très très vite, sans doute à dans 2 jours. Ciao. We can get this started and move it to an after party. Gonna pull you over me, you won't get the chance again. But if we get this started, it doesn't have to end. Too soon to tell if you're going home alone, if you're going home at all. What we're here to do is what we might as well. So tell me what's the use in fighting now? I feel it, it's a sign. It isn't hard to find some place where we can take our time. What's left but losing both our minds, undercover, out of sight, so dangerous. Doesn't have to end. It doesn't have to end. Take me by the hand, we'll fall into the rain. Your skin upon my skin, we are on our way. Tell me what you want, it ain't too soon to say, and only ordinary to be afraid. I feel it, it's a sign, it isn't hard to find some place where we can take our time. What's left but losing both our minds, undercover, out of sight, so dangerous. So come on, come on. Doesn't have to